les sujets qu'on traite sont des sujets qui imposent de se poser des questions. Alors c'est évidemment beaucoup plus facile de ne pas se poser de questions que de s'en poser. Pour qu'une organisation se pose des questions, ça sous-entend quand même qu'on n'ait pas décidé que ce soit le stagiaire, l'alternant ou le responsable du couloir B au fond de là-bas qui est responsable de se poser les questions pour l'ensemble de la boîte. Ça sous-entend que c'est toute la boîte qui est alignée sur ces sujets d'éco-responsabilité. Donc le véritable frein, c'est le manque d'alignement entre un fondateur, une direction, une gouvernance, son système de management, c'est-à-dire ses managers. Je parlais dans le monde de oui, mais ceci dit, je l'ai vu et je l'ai mis en place à certains endroits. Mais si des directeurs, des managers ne sont pas objectivés sur les enjeux et l'ADN même d'éco-responsabilité de l'organisation, l'agence en l'occurrence, il peut y avoir une prise de parole de direction, mais derrière, il faut que ça se traduise en objectifs opérationnels, mais aussi bien en marketing qu'en juridique, qu'en gestion, qu'en production, selon les métiers, voilà, on peut dresser tous les métiers. Donc le plus gros frein, c'est qu'il n'y a pas d'alignement entre l'ensemble des métiers d'une boîte et les enjeux annoncés et la politique recherchée. Voilà. Ça, c'est ce qui fait qu'un projet, à un moment donné, va se freiner. Donc c'est assez humain, finalement. Ça nous appartient à chacun de nous de vouloir se poser des questions, de vouloir changer, tu parlais de l'amélioration continue. Ça ne marche que si on se pose des bonnes questions et si on ose regarder ce qu'on a fait en disant ça c'est génial, ça c'est perfectible. Mais faut-il encore vouloir le faire ? Parce que ça exige parfois de la remise en cause. Et puis faut-il aussi combattre un autre phénomène qui est propre à l'événementiel, qui est l'urgence et l'enchaînement. On vit dans un métier qui est extrêmement stressant, qui va chercher de la charge à des moments précis, dans des endroits précis, pour délivrer un message précis, un effet waouh, tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment des concentrations de charge, et puis ça se détend d'un coup. Il y a la dépression post-événementielle. Et donc le truc, c'est que quand on démonte un événement, on peut partir en courant, on peut partir en démontant correctement l'événement et en se posant les questions, qu'est-ce qu'on a fait, on débriefe et on met ça au profit du prochain événement, même si c'est un concurrent, même si... Donc l'autre frein, ce serait l'absence de collaboration. C'est-à-dire que même, par exemple, les agences entre elles doivent collaborer à un moment donné sous une ligne commune pour dire on a envie que le secteur de l'événementiel, de la prod ou de la conception, soit fier de ce qu'il fait. Et ça, c'est le secteur, c'est pas l'agence A contre l'agence B. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter, comme le font les acteurs du sport ou de la musique, de bosser ensemble et de se dire, OK, allez, on se fixe des objectifs. Les Anglais dans la musique, et même les Français maintenant, ils ont dit, on tire vers des festivals sans plastique. Mais je veux dire, il y a une lettre d'intention, mais quand on voit comment ça se traduit d'un point de vue opérationnel, c'est passionnant. Et c'est remuant, quoi. Donc voilà, deuxième frein, peut-être l'absence de collaboration. Je me permets de t'interrompre et compléter. Tu as raison, ça serait intéressant d'avoir une démarche collective, en tout cas sur le démontage, parce que je pensais, dans ce que tu disais là, il n'y a pas, en tout cas dans notre métier, il n'y a pas la culture du démontage. Et d'ailleurs, je pense que ça m'a fait... Quand on attaque un démontage, généralement, d'ailleurs, on utilise le terme « on casse ». Ouais. Cassage de décor. Donc c'est bien, je trouve, révélateur d'un truc. C'est-à-dire qu'il y a le souci du montage, le souci du montage bien fait, de la réalisation bien faite. Il y a plus que jamais le souci de l'exploitation qui se passe bien. Mais voilà, ça y est, c'est les deux objectifs qui ont été atteints. Maintenant, tout le monde est content, c'est terminé, on peut casser. Parce qu'en fait, notre valeur ajoutée, elle n'est pas sur le démontage. Aux agences, elle n'est pas là, hein. Donc ça veut dire que si effectivement il y avait des solutions pour mutualiser, pour optimiser, pour rationaliser, etc., tout ça, sur la partie démontage, je pense que ça serait effectivement assez intéressant et de décaler la fin de livraison d'un événement, pas au top final, mais quand la dernière palette a été chargée dans un camion. Et pour compléter, si on se complète... Complétons-nous. Vous avez encore 45 minutes devant vous. Pour compléter, il y a une parabole dans le déchet, hein, mais le démontage d'un événement et le montage d'un suivant. C'est-à-dire prendre conscience juste que, au-delà des matériels de location, tout ça, il y a quand même tout un effet de décoration, des effets de signalétique, des effets de costume, des effets de ce qu'on veut, qui sont propres à l'événement. Mais ce sont des matières, c'est du bois, du métal, du verre, du tissu, de la moquette. Penser que cet événement démonté peut servir à un autre événement à venir, c'est une façon aussi de rentrer dans cette logique d'économie circulaire essentielle et nécessaire
C'est un peu comme on dit, l'anti-gaspillage alimentaire. C'est déjà, je commande juste, je commande pas trop, je commande juste, mais après, je réfléchis à ce que ça devient si c'est pas utilisé. Ton histoire d'Adidas, tu as nommé l'annonceur? Oui, je crois. Ton histoire d'événement... Ça y est, en tout cas, c'est fait. Non, mais c'est bon. Ton histoire d'événement en 1998 où tu as un no-show, forcément, ça veut dire que tu as du gâchis. En 98, on ne réfléchissait pas à ce que ça allait devenir, la nourriture. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question de la bonne quantité au bon moment et surtout, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas utilisé? Donc ça, c'est l'économie circulaire aussi dans la nourriture. La grande distribution commence à y arriver. Là, l'événementiel va y arriver aussi. Donc toute cette partie des montages, elle touche... elle est effectivement essentielle parce qu'elle va nourrir autre chose. Pour rebondir, nous on travaille, et c'est l'essence même en fait de l'éco-conception. L'éco-conception, dans le terme éco-conception, il y a conception, c'est-à-dire que c'est dès le départ où en fait on se pose cette question-là. C'est pas une fois qu'on a fait notre événement, notre scénographie, notre stand, notre peu importe, qu'on doit se poser la question, mais ah ouais mince, dommage, qu'est-ce que je peux en faire après? C'est trop tard en fait. Le combat, il se gagne avant, il se gagne dès le départ, du crayon jusqu'à la tombe. Enfin, je ne sais pas comment tu as dit, mais c'est dès le crayon. Berceau, mais c'est le crayon. Mais c'est là en fait où le combat il se gagne. Nous, on travaille énormément avec plein de recycleries. Et entre autres, enfin, ou d'autres façons de pouvoir recycler avec des startups, etc., des matériaux, c'est ce qu'on fait régulièrement. Mais l'un des freins qu'on rencontre, c'est réussir à faire comprendre à nos donneurs d'ordre, donc à nos clients, de changer un peu de paradigme sur cette version-là et de s'inscrire dans une relation un peu différente avec les agences. J'entends par là, par exemple, que est-ce que ça fait sens? Si je reprends l'exemple par exemple du stand ou d'un décor qu'on va réutiliser, est-ce que ça fait sens de tous les ans recommencer un stand? Est-ce que ça ne serait pas plus logique de rentrer dans une logique de marché? Alors, il y en a beaucoup qui le font, hein, mais pas tant que ça non plus. De dire, bon ben voilà, je pars sur un dispositif de 3 ans, sur un stand qui va être en remontage, qui va être en réutilisation. Et lorsque je le démonte, je ne le casse plus mais je le démonte, je peux vous dire qu'on le démonte, en tout cas nos équipes ne le démontent pas du tout de la même manière parce qu'ils savent très bien que derrière il va falloir remonter dans 15 jours, dans 3 semaines. Donc ils ont tout intérêt à ce que ça soit bien démonté et que ce ne soit pas la galère à refaire ou des pièces, etc. Et c'est même, non seulement c'est un impact écologique phénoménal, mais en plus il y a une motivation économique derrière puisque automatiquement ça coûte moins cher. Ouais. J'ai un excellent exemple que tout le monde connaît, c'est l'équipe de France de football. Tu connais un peu ça, toi, je crois, historiquement. Les matchs de l'équipe de France de football font l'objet d'une décoration et d'une signalétique assez forte. Et puis, depuis ces dernières années, la marque équipe de France, c'est devenu un vrai marketing. Ce qui fait que les stades du Stade de France ou même les stades en province sont recouverts de signalétique décorative. Cette signalétique, en fait, est réutilisable, réadaptée. Elle a été construite pour pouvoir être reposée, redescendue. Donc, c'est ce que tu disais. L'arrachage d'une signalétique, ça ne se fait plus. En fait, on enlève la signalétique, on la replie, hop, elle resserre ailleurs. Et c'est pour ça que les traiteurs aujourd'hui vont jusqu'au bout de la chaîne et offrent de plus en plus dans leurs prestations au-delà du moment du cocktail, une offre packagée sur la gestion des surplus alimentaires, où ils ont intégré ça en fait dans leur service pour aller jusqu'au bout des choses. L'idée n'étant pas de surproduire pour pouvoir gérer derrière du surplus alimentaire. Je choisis la bonne quantité, la quantité la plus juste. Et si, dans l'éventualité, il m'en reste, effectivement, je peux faire bénéficier. Enfin, il y a du surplus alimentaire qui peut être pris en charge. Mais c'est comme les émissions de CO2, hein, quand on est sur la compensation carbone. La compensation carbone, elle a du sens uniquement si l'étape numéro 1, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir réduire mes émissions de CO2. Et avec mes émissions résiduelles, je peux les compenser. Sinon, c'est trop facile en fait de rien changer, de faire un événement comme le monde d'avant, même si j'aime pas trop ce terme-là, et puis dire j'ai les moyens et je peux me permettre de compenser. Moi, j'en ai un frein. C'est que les agences, il y en a de plus en plus qui s'engagent et l'engagement n'est pas pour les voir au cœur. Hein. On en discute souvent.
est de moins en moins, j'allais dire, bullshit, hein. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus réel, et puis il y a une nouvelle génération qui arrive, donc il y a les salariés, et puis il y a des nouveaux patrons d'agence, et on voit bien que les choses bougent à l'intérieur, et que ce sont des vrais mouvements de fond. En revanche, elles sont confrontées, comme tout le monde, à la police. Alors la police, ce sera leur client. Si le client il dit non, mais ça, moi, je ne veux pas savoir, eh ben, l'engagement de l'agence, il est perturbé, parce qu'à chaque événement, on remet en cause, le client peut remettre en cause à lui tout seul des choses, alors qu'en fait, il y a un engagement de fond, et un des gros freins, c'est le manque d'alignement entre les donneurs d'ordre, les agences et leurs prestataires. Bon, ça tend à disparaître avec le temps, mais c'est vrai que j'ai vu des acteurs de l'événement se décourager parce qu'ils passaient d'un client A hyper engagé à un client B pas engagé, et ils devaient répondre aux deux, parce que quand même, le job, c'est de répondre aux clients et de répondre correctement. Et là, c'est là où un rôle de l'agence devient complexe, c'est qu'elle doit aussi éduquer ses propres clients et les emmener. Et c'est pour ça que les syndicats aussi sont là pour ça, hein. La belle campagne ou des choses comme ça, c'est cette idée-là, c'est d'éduquer la société à mieux acheter, mieux vendre, mieux comprendre les tenants et les aboutissants, parce que la logique individualiste voudrait que je mette pas cher, ça aille vite et je m'occupe pas. Mais en fait, non, c'est tout le contraire. L'éco-responsabilité implique vraiment une pensée collective pour bien agir individuellement. De la même façon que ça implique de pensée globale pour agir très très local. Ça, c'est toujours cette espèce d'équilibre à jouer, quoi. Il y a les donneurs d'ordre, et puis après, il y a aussi sur le fait où nous, on est encore malheureusement trop contraint, trop freiné, trop bridé dans notre créativité. C'est que, je l'évoquais tout à l'heure, hein, mais c'est-à-dire qu'on a besoin de fournisseurs, on a besoin de prestataires, on a besoin de freelance, etc. Et plus que jamais, on a besoin d'avoir des gens qui sont alignés sur nos propres convictions, qui nous proposent des solutions, qui sont moteurs, qui vont. Nous, on ne peut pas être un centre de R&D, on ne peut pas aller chercher d'un côté les bons matériaux, de l'autre les bonnes techniques, enfin vidéo, audio, etc. Donc on a besoin aussi d'avoir des fournisseurs, des prestataires qui sont dans la même vision que nous. Et clairement, nous, des fois, on était bridés parce qu'on ne trouvait pas, quoi. Alors ça change, ça c'est sûr, ça s'accélère, il y a un surboost qui se fait parce qu'il y a plein de structures naissantes avec des porteurs de projets qui sont super intéressants, etc. Et nous, on doit à la fois avoir ce rôle de potentiellement les aider à émerger, et à la fois, nous, on doit s'assurer en tant que producteur et d'avoir une délivrabilité qui tient la route. Donc c'est toujours cet équilibre qui est quand même assez délicat, parce qu'on ne peut pas se permettre, parce qu'on a fait bosser un prestataire qui avait peut-être des super idées mais qui n'avait pas l'habitude tout à fait de notre métier, de mettre en danger la prod de l'événement, quoi. Donc c'est cet équilibre et vraiment la notion d'aller chercher des nouveaux talents qu'on doit trouver un peu partout. C'est quoi un label aussi? On parle de greenwashing, on parle de marketing outrancier, j'allais dire, ou un peu abusif. Est-ce que le label n'est pas, quand il est surutilisé, ne devient pas aussi une forme de marketing outrancier et de greenwashing? Moi, je pense que les événements sont les produits d'une organisation, quelle qu'elle soit. En fait, la musique, elle est jouée par un orchestre. L'orchestre, c'est un ensemble de musiciens. Parfois, il est dirigé par un chef d'orchestre. Si le chef d'orchestre, c'est comme un entraîneur de foot, s'il recrute mal ses joueurs, ça joue mal. Donc, c'est humain, c'est de l'organisation. Donc, je suis à peu près convaincu à l'idée qu'on puisse tirer vers des référentiels, alors qui nécessitent peut-être un label pour prouver qu'on est engagé, pour montrer aux donneurs d'ordre, aux clients, aux financeurs, aux assureurs, ok, je suis engagé, j'ai les bons outils, j'ai le bon tournevis dont on parlait tout à l'heure. En revanche, le fait d'avoir le permis de conduire n'exempte pas de mal conduire, quoi. Donc c'est toujours en se reposant la question sur sa conduite, c'est toujours en travaillant ce sujet-là, au fait, comment j'ai conduit cette fois-ci, et puis comment j'aborde la route, et puis est-ce que je suis pas... voilà. C'est en se posant ces questions-là qu'on peut légitimement dire mes événements que je vais produire, du coup, qui sont les produits de mon organisation, par essence deviennent éco-responsables, si tant est qu'on ait bien fixé les limites de cette éco-responsabilité. Puisque pour l'un, comme tu le disais, un événement, on a des festivals en bord de mer, c'est pas les mêmes enjeux que des festivals en pleine campagne. Pourtant, ça reste des festivals, il y a les mêmes artistes, j'allais dire, il y a la même lumière, le même son, quasi les mêmes scènes au dessin près.
Non, les enjeux ne sont pas les mêmes, les territoires ne sont pas les mêmes, les messages ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien définir ce rôle de la politique, l'éco-responsabilité, puis derrière bien embarquer les organisations. L'organisation, c'est les humains qu'il y a derrière. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'application pour être éco-responsable. L'éco-responsabilité d'un événement, l'événement c'est le produit d'une organisation, son éco-responsabilité c'est le produit de son organisation aussi. C'est comme ça que je vois les choses. Donc le label, il peut venir couronner ça, mais de toute façon, si tout le monde est labellisé, par exemple ISO 20121, on va en préparer un autre pour monter d'un cran les exigences, parce que le but du jeu, c'est de faire grandir tout le monde sur ces sujets-là.